Salut à tous, aujourd'hui est un grand moment, je suis très fier de faire cette vidéo. Il y a eu de très grosses réductions à la Fnac, notamment sur les appareils photo. J'hésitais beaucoup avec le Sony A7 III et 2 jours plus tard, le 2 septembre, Panasonic annonce son nouveau boîtier hybride, le Lumix S5. Et tu l'auras compris, je l'ai précommandé et il est juste devant moi. Dans cette vidéo détaillée, on va commencer par faire un unboxing de l'appareil. Ensuite, cette fois-ci, on va commencer par le design, puis les caractéristiques techniques et fonctionnalités de l'appareil, du moins les plus importantes. Par la suite, on va faire un petit test de ce S5 et puis je vais en profiter pour le comparer avec mon ancien appareil, le Lumix FZ2000 et le Sony A7 II. En fin de vidéo, je vais te donner mon avis sur cet appareil et qu'est-ce qui pour moi l'a mis en avant par rapport au Sony A7 III. Voilà dans quoi est livré l'appareil, dans une boîte très sobre, mais bon, c'est quand même relativement propre, c'est très mystérieux, on n'a pas trop d'aperçu sur l'appareil. C'est parti, unboxing. On commence tout d'abord avec un pack de notices. Bon, évidemment, on a toutes les langues imaginables. Alors, on retrouve la bandoulière qui, pour le coup, est assez propre. Voilà, signée Lumix S5. Je l'ai essayé tout à l'heure et elle est plutôt confortable. Ensuite, on retrouve la batterie. Donc, c'est une nouvelle batterie qui fait 2200 mAh. Ensuite, on a un câble USB-C. On retrouve différentes prises en fonction des pays pour pouvoir charger. Le chargeur qui, pour le coup, est plutôt cool. Ça se charge en USB-C. Et puis, on a des petites lettres sur l'avant qui nous indiquent quel est le pourcentage de la batterie. Alors, dans mon cas, j'ai pris l'appareil en kit, donc il y a un objectif qui est fourni avec, c'est un 20-60 de chez Lumix à ouverture 3.5. Voilà, bon objectif avec stabilisation intégrée. Et enfin on retrouve le chef-d'œuvre, l'appareil, le Lumix S5, voilà à quoi il ressemble. Son design, il s'approche vraiment beaucoup de la gamme Alpha de chez Sony avec un boîtier compact et hybride. On va retrouver un grand grip avec un très bon maintien, idéal pour les personnes qui ont des grandes mains. Dans ce grip, on va pouvoir retrouver les nouvelles batteries de Lumix qui font 2200 mAh. Au passage, il y a une petite ouverture sur la trappe d'origine, ce qui permet de faire passer le câble de la batterie sur secteur. À côté, on va retrouver un petit connecteur pour mettre une extension de grip, idéal pour les photographes. Grip qui a d'ailleurs été annoncé par Panasonic en même temps que l'appareil. Toujours dans le grip, on va retrouver le double slot carte SD. Ça va nous permettre par exemple de faire un backup, étendre le stockage ou encore mettre sur une carte SD les photos RAW et sur l'autre les photos JPEG. Enfin bref, ça permet de s'organiser, étendre le stockage ou sécuriser ses fichiers. De l'autre côté, on va retrouver deux prises jack, une pour le micro et l'autre pour le casque. Enfin, on va retrouver une prise micro HDMI. Malheureusement, ce n'est pas du standard comme sur le GH5. Le problème avec le micro, c'est que si on ne sécurise pas ses connexions, eh bien ça arrive de les casser. En dessous, on a une prise USB-C idéale pour contrôler l'appareil, pour transférer ses fichiers ou encore charger l'appareil en même temps de l'utilisation. Attention, par contre, on va pas pouvoir utiliser l'appareil et en même temps charger la batterie. C'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, de l'autre côté, on a la prise remote pour pouvoir brancher une télécommande externe, par exemple. Sur l'appareil, on a 4 grandes molettes. La première, à ma droite, permet de changer le mode photo, en l'occurrence photo standard, photo en rafale, rafale 6K, retardateur et intervalle. À noter que les deux modes rafale sont personnalisables. La deuxième permettant de changer de mode de prise de vue, AI, manuel, etc. On a également 3 modes personnalisables, C1, C2 et C3. Et après on a le mode SNQ qui est dédié au slow motion, permettant de faire jusqu'à 180 images par seconde. Attention cependant, à 150 images par seconde, on n'aura plus d'autofocus. Et à 180 images par seconde, en plus on aura un léger crop. Les deux dernières molettes sont programmables. D'origine, celle qui tombe sous le pouce et celle de l'obturateur. Et celle-ci, elle est vraiment très agréable à utiliser, elle est très pratique. D'origine, elle permet de régler l'ouverture. Bon, après bien sûr, ces molettes programmables ne servent pas qu'à ça. Elles permettent aussi de naviguer dans les menus, dans la galerie, etc. Enfin, sur le dessus, on va pouvoir retrouver ce joli bouton rouge, c'est le bouton de l'enregistrement, l'obturateur, l'exposition, les ISO, la balance des blancs. Et enfin, juste ici, on a une petite LED qui nous indique lorsque l'appareil charge ou encore quand il est connecté en Wi-Fi. En façade, à gauche, on va retrouver le bouton de la galerie, à côté le bouton LVF permettant de changer entre le viseur automatique ou manuel. Ici, on va retrouver différents réglages pour pouvoir régler tout ce qui est focus. On a un sélecteur pour pouvoir choisir le mode d'autofocus, manuel, continu, etc. Et au milieu, on aura les modes d'autofocus, donc la détection des visages, la détection des animaux, le suivi, les points. Enfin bref, on a beaucoup de possibilités. À côté, on a un bouton 5D entièrement programmable. D'origine, il permet de modifier la zone de mise au point. À côté, on a le bouton AF qui peut permettre de faire la mise au point sans avoir à appuyer légèrement sur le bouton d'obturateur. En dessous, on a un bouton programmable qui va nous permettre d'afficher un petit menu qui est très pratique à utiliser puisqu'il regroupe toutes les fonctions qu'on a l'habitude de modifier rapidement. En dessous, on va retrouver le bouton retour qui permet aussi de supprimer des médias. Il est également programmable pour attribuer certaines fonctions. Comme j'ai pu le faire ici, j'ai attribué la stabilisation, donc est-ce que je veux une stabilisation ou pas. À côté, on a le bouton display qui permet de modifier l'affichage. Justement, on retrouve un écran
écran 3 pouces orientable et tactile. Au passage, le tactile répond très bien, comme sur les derniers Lumix que j'avais l'habitude d'utiliser. Et au-dessus, on a bien sûr le viseur. Bon, j'ai rien à dire, il répond bien, il est agréable à utiliser. C'est un viseur standard. Voilà pour ce qui était du design. Après, je ne l'ai pas précisé, mais le boîtier est entre guillemets entièrement personnalisable. On a beaucoup de possibilités de réglage pour adapter le boîtier à son utilisation. Justement, faisons un petit tour des menus. On a ici le mode vidéo. Et bien dans ce mode vidéo, on a plein de petites sous-catégories avec des logos, ce qui va permettre de se retrouver vraiment très rapidement. Après, on a plein de catégories, mais on a aussi également un menu perso. On va pouvoir mettre toutes les fonctions, tous les paramètres qu'on a l'habitude de modifier rapidement pour s'y retrouver rapidement. Passons aux caractéristiques techniques. Le boîtier seul mesure 133 mm de long pour une hauteur de 98 mm et une épaisseur de 82 mm au plus large, le tout pour un poids de 714 grammes. Le boîtier est conçu dans un alliage de magnésium, ce qui le rend très robuste. De plus, il est tropicalisé grâce à ses nombreux joints qu'on trouve par exemple sur les trappes. Le boîtier est capable de résister à une température de moins 10 degrés jusqu'à plus 40 degrés. Le plus important, on retrouve une monture objectif L avec un capteur plein format 24-36 de 24 millions de pixels. Il est dépourvu de filtre passe-bas, sa sensibilité ISO s'étend de 50 à 51 200 ISO et même étendu jusqu'à 204 800 ISO. Panasonic annonce une technologie Dual ISO natif, ce qui permet de réduire le bruit numérique. Le débit d'enregistrement s'étend jusqu'à 200 mégabits par seconde avec un format d'enregistrement MP4 ou Move. Il sera donc capable de filmer en 4K UHD interne en 25-30 images par seconde, en 422 10 bits, 50-60 images par seconde, en 420 10 bits et en slow motion comme je vous l'ai dit tout à l'heure jusqu'à 180 images par seconde, ce qui est très bien. Sur un enregistreur externe comme l'Atomos Ninja 5, il sera capable de filmer en 4K 60 images par seconde en 422 10 bits. Le boîtier intègre le V-Log et l'anamorphique permettant un meilleur étalonnage en post-traitement. Panasonic annonce quelques petites mises à jour qui devraient arriver d'ici peu, permettant d'enregistrer sur un Atomos Ninja 5 en 5,9K en 30 images par seconde en RAW. Je pense qu'il est maintenant temps de passer au test avec cet appareil. Ils seront effectués avec l'objectif du pack, le 20-60 ouverture 3.5 de Lumix. Premier test, la stabilisation. Voici un comparatif d'un plan stabilisé et pas stabilisé. Comme tu peux voir, la stabilisation interne fait le job. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça va permettre d'enlever toutes les micro-vibrations qu'on a tendance à donner à l'appareil. Donc voilà, pour des plans très smooth ou même pour de la photographie, lorsqu'on a tendance à zoomer, ça sera parfait, ça fera le job. En revanche, dès qu'on va commencer à faire des plans un peu plus sport, où on va commencer à faire des mouvements rapides ou à trottiner, eh bien tu t'en doutes, ça sera pas tip top. Dans ce cas là, il va falloir utiliser un stabilisateur externe. Comme celui-ci, c'est le Ronin SC de chez DJI, qui est un super stabilisateur externe et qui est compatible avec le S5. Ça va te permettre de 1 d'avoir des plans hyper smooth, mais aussi de contrôler ton appareil depuis le panneau de commande, ou encore changer le focus avec la focus wheel qui est sur le côté, ou encore avec l'application DJI. Et tu auras encore plein d'autres possibilités avec ce genre de nacelle. Au passage, là, tu remarqueras que je suis en train de filmer à bout de bras avec la stabilisation interne du S5 et le son interne du S5. Donc comme tu peux voir, la qualité sonore interne du boîtier est plutôt pas mal, c'est utilisable, mais bon, après il faut pas se priver d'un micro externe comme celui que j'ai, le Rode VideoMic NTG. Deuxième test, le test de l'autofocus. En effet, sur cet appareil, on est sur une technologie à détection de contraste, mais le principal concurrent de ce boîtier est le Sony A7 III qui lui est sur une technologie à détection de phase. La technologie à détection de phase est beaucoup plus performante et beaucoup plus avancée. Panasonic ne maîtrise pas cette technologie sur leur capteur, c'est pour cela qu'elle dit avoir amélioré sa technologie à détection de contraste, et puis c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là c'est parti, je suis en autofocus, détection des visages, on va voir ce que ça donne sur une vidéo tranquille. Premier test, je vais bouger un peu partout, puis on va voir comment ça réagit, mais attention, on n'est pas encore sur du sport. Bon, bilan, ça a l'air de plutôt bien marcher, ça suit ma tête, c'est parfait. Même test, mais cette fois sur une vidéo un peu plus sport, un peu plus active, c'est parti. J'ai regardé les extraits et je dois dire être plutôt étonné. Maintenant on va faire le même test mais en photo. Donc on va prendre une rafale et on va voir quelle photo est floue et quelle photo est nette.
J'ai regardé rapidement les extraits et puis à part quelques petites photos floues et quelques micro passages flous, je dois dire que c'est quand même plutôt pas mal. Ça a nettement été amélioré par rapport aux anciens appareils comme le GH5 ou encore comme mon ancien appareil le FZ2000. Donc bilan, pour des scènes face cam en autofocus, il n'y aura pas de problème, ça marche vraiment super bien. Pareil pour des rafales, c'est très correct, même si on a quelques petites photos qui sont floues. Bref, c'est un autofocus très performant, très réactif. Il n'y a pas de problème pour l'utiliser au quotidien ou pour des réalisations en professionnel, mais il faut pas non plus trop lui en demander, sinon il faut passer en manuel. Troisième test, on va faire le test de la montée en ISO lorsqu'il fait nuit. Tout de suite le résultat. Donc vraiment il n'y a quasiment pas de lumière, là on est dans le noir. Et donc là je suis à 50 ISO et j'ai effectué une montée jusqu'à 204 000 ISO. On va voir un peu la progression. 80, 100, 125, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000. Et là on peut déjà commencer à voir quelques petits détails dans les fenêtres. 1250, 1600, 4000, 5000, 6400, 8000. Voilà, donc là on commence vraiment à bien voir les fenêtres. 10 000, 80 000, donc là voilà, on voit très bien les fenêtres. Donc voilà un peu ce que ça peut donner en montée. Après là il faut pas oublier qu'on est en mode vidéo à 25 images par seconde en 4K. Donc voilà, forcément en photo on aura des bien meilleurs résultats avec des pauses longues. Justement tout de suite je te montre quelques petits extraits de photos et vidéos qui ont été faites en basse luminosité. Malheureusement hier il faisait très nuageux, c'est pour cela que j'ai pas pu faire des photos du ciel, des photos des étoiles, mais bon ça sera pour une prochaine fois. Finalement c'est un boîtier qui est annoncé au prix de 1700 € au boîtier nu et 1200 € avec l'objectif 20-60 de chez Lumix. Certains vont dire que c'est cher, alors oui c'est un budget, mais il ne faut pas oublier que c'est un boîtier professionnel qui offre beaucoup de possibilités comme on l'a vu dans la vidéo. Le boîtier qui le concurrence réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Sony A7 III et il est environ dans la même gamme de prix. C'est pour cela que je vais te donner les points importants de ce boîtier, ce que j'ai retenu et qu'est-ce qu'il a mis en avant par rapport au Sony A7 III. Côté Lumix, quels sont les points qui m'ont le plus plu? Premier point très personnel, c'est que c'est un boîtier professionnel avec un capteur plein format et que forcément c'est nouveau pour moi, du coup bah forcément c'est ce qui m'a plu. Ensuite bien sûr sa stabilisation interne, bon c'est pas exceptionnel mais c'est tout de même très acceptable. Le slow motion jusqu'à 180 images par seconde, bon c'est déjà bien mais on aurait peut-être aimé jusqu'à 240 images. Niveau firmware, logiciel, menu, c'est très intuitif. Son écran tactile et orientable, très pratique. On a pas mal de boutons mais pas non plus trop et ça c'est très pratique, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les paramètres pour modifier quelque chose. De plus je trouve que les boutons sont bien placés, en tout cas ça me convient. Les batteries qui comme sur mon ancien appareil tiennent vraiment super bien. Le boîtier peut charger en USB-C, ça c'était un de mes petits critères. L'application Panasonic pour téléphone qui est très intuitive. La compatibilité avec la série de stabilisateurs de chez DJI, en l'occurrence le Ronin S et le Ronin SC. Moi j'ai le Ronin SC et ça marche super bien. Enfin il faut savoir que Panasonic ne cesse d'améliorer ses appareils après la sortie avec des mises à jour. Il y a à peu près une semaine, Panasonic a annoncé une mise à jour permettant de contrôler l'appareil depuis le PC et donc pouvoir faire des lives avec le Lumix. J'ai pu l'essayer et franchement ça marche super bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu en story. Voilà pour les points positifs qui personnellement m'ont le plus marqué. Maintenant parlons des points faibles ou négatifs. La technologie de l'autofocus, certes elle marche plutôt bien, c'est plutôt réactif. On aurait tout de même aimé une technologie de détection de phase comme le fait Sony sur ses nouveaux appareils. Et puis bah en fait pour l'instant c'est un peu le seul point qui fâche sur cet appareil. Après il y a un autre point à noter, c'est que les objectifs de chez Lumix sont vraiment très chers. Il faut compter grand minimum 900 €, sinon c'est plus aux alentours des 1200 € si ce n'est plus. Au final j'ai deux objectifs monture L pour cet appareil, mais c'est tout de même un point qui m'a fait beaucoup hésiter puisqu'on ne trouve quasiment pas d'objectif monture L d'occasion. On passe maintenant côté Sony avec l'appareil A7 III qui m'a fait hésiter avec le Lumix S5. Côté point positif, on retrouve son autofocus qui est l'un des meilleurs sur le marché avec sa technologie à détection de phase. Sa stabilisation interne qui pareil est excellente, son capteur plein format qui est réputé pour être très bon en basse luminosité. Et enfin ses objectifs monture E qui sont beaucoup plus abordables et que l'on trouve beaucoup plus d'occasion. Bref, je vais pas faire une vidéo détaillée. Ce sont tous les deux des très bons appareils, ils sont excellents. Mais pour mon utilisation, j'ai choisi le Lumix S5.
Petite parenthèse avant de conclure cette vidéo, tu l'auras compris, je vais pas garder tous ces appareils. C'est pour cela que je vais me séparer de mon Lumix FZ2000. C'est pareil, un très bon appareil pour débuter. C'est avec celui-ci que j'ai appris un peu toutes les bases. Si tu es intéressé, je le vends d'occasion avec sa boîte d'origine, la facture et plein d'autres accessoires. Je t'invite à me contacter en privé à l'adresse email qui est juste ici. Merci de ne pas spammer et merci de me contacter seulement si vous êtes réellement intéressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre car c'est grâce à toi, grâce à vous que j'ai déclenché cette passion pour la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Loisirs Nature. Aujourd'hui vidéo dans laquelle on va apprendre à faire des belles photos et time-lapse de nuit. C'est une vidéo qui est destinée pour les débutants comme pour les amateurs. Dans cette vidéo on va voir tout ce qui est conditions et le matériel qui est nécessaire pour faire de la belle photo de nuit. Après on va voir tous les réglages et toutes les petites astuces qui vont avec. Pour terminer on va voir tout ce qui est retouche.